Christelle Edman, directrice générale d'Orange. Polytechnicienne et diplômée des ponts et chaussées, X-Pont comme on dit, elle vient d'une famille où tout le monde est bien câblé, entre une mère normalienne et un père centralien. Ses amis la décrivent comme ouverte et souriante, ce qui n'est pas toujours la réputation des têtes bien faites. Plutôt discrète, elle s'est retrouvée d'un seul coup en pleine lumière le 4 avril 2022. Christelle Edman devient directrice générale d'Orange. Elle prend la suite de Stéphane Richard qui était PDG. La fonction a été dissociée. Déjà présente au conseil d'administration d'Orange depuis 5 ans, elle était jusqu'à présent en poste chez Schneider Electric. En fait, il y a eu 2 moments, parce qu'il y a eu le jour où je suis effectivement arrivée, qui était le 4 avril, mais il y a eu le moment où le conseil d'administration m'a sélectionnée. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de médiatisation autour de cette nomination. Et donc, c'est un sentiment, évidemment, un énorme sentiment de responsabilité parce qu'Orange, c'est des millions, des dizaines, des centaines de millions de clients partout dans le monde. Et puis, c'est des collaborateurs et des milliers, des dizaines de milliers de collaborateurs. Donc, c'est une énorme responsabilité. Et puis en même temps, une très très grande fierté parce qu'on se dit que on va pouvoir avoir de l'impact auprès de tous ses clients et tous ses collaborateurs. On le sent physiquement, il y a quelque chose qui vous tombe sur les épaules ? Non, non, parce qu'en fait, le moment de l'annonce, on est déjà en fait, on le sait avant que ce soit officiel. Donc, ce qu'on ressent par contre, et c'est vrai que ce qui était surprenant, c'était l'ultra médiatisation de ma nomination. Ça, j'avoue que je m'y étais pas attendue. Vous dites souvent que les gens qui vous entourent ont toujours plus vu chez vous ce que vous ne voyez pas. En gros, que les gens avaient plus d'ambition pour vous que vous n'en aviez personnellement. Comment ça s'explique ? Oui, je sais pas si c'est que les gens en avaient plus pour moi, mais c'est plutôt que j'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des managers qui m'ont toujours tiré vers le haut et qui m'ont effectivement toujours donné des opportunités alors de me développer. Ça s'explique. Il y a une part de chance. Et après, je pense que on reviendra peut-être dessus, mais c'est vrai que je pense que les femmes et les hommes ne sont pas de la même façon et que moi, je rêvais pas d'être dirigeante du CAC 40 et j'étais très heureuse dans ce que je faisais. Donc, c'est vrai que c'est peut-être ça, mais ensuite, quand on prend des responsabilités, moi, je m'embarque à 200% et puis je donne le meilleur de moi-même et avec les meilleures équipes pour pouvoir avoir de l'impact. Lorsque vous arrivez, ça fait déjà 5 ans que vous êtes au conseil d'administration d'Orange. Pourtant, vous avez attendu 2 mois avant de faire acte de candidature. Pourquoi ? D'abord, un processus de succession à la tête d'Orange, c'est un processus que pilote le conseil d'administration. Et moi, j'étais effectivement administratrice et donc je faisais parfaitement confiance au conseil d'administration pour prendre la meilleure décision. C'est vrai que moi, je dirigeais Schneider Electric en Europe. J'étais très heureuse dans ce que je faisais. C'est en plus un job que je venais de prendre depuis 6 mois. Et donc, j'étais très, très engagée dans ce que je faisais. Je voyageais beaucoup dans des enjeux qui étaient la transformation énergétique, l'efficacité énergétique, donc des enjeux passionnants et au cœur des enjeux de société quand on parle de changement climatique. Donc j'étais très heureuse dans ce que je faisais. Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit un tout petit peu avant de se dire on se lance dans le processus. Et puis après, en même temps, je me suis dit, c'est vrai que c'est de toute façon une opportunité qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Donc, je me lance dans le processus. Et puis, si le conseil d'administration pense que je suis la mieux placée, je ferai de mon mieux. Et puis sinon, je serai très heureuse de continuer à la tête de Schneider Electric en Europe. Lorsque vous prenez vos fonctions, vous attendez un peu avant de faire un plan stratégique. La première année, vous la vivez comment et qu'est-ce qu'il faut faire quand on prend la tête d'une entreprise pendant la première année ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, puis il y a plein de consultants, il y a plein de gens qui ont des modèles. Et pour moi, un plan stratégique, il y a des choses où quand je suis arrivée, je savais déjà. Et d'ailleurs, j'ai pas attendu en fait qu'on lance le plan stratégique pour nommer une nouvelle patronne à la tête d'Orange Business, lancer une revue stratégique de nos activités justement dans le B2B. Ce que je voulais par contre, c'était vraiment aller à la rencontre du terrain puisque je connaissais Orange en tant qu'administratrice. Je connaissais évidemment, on connaît tous Orange en France, mais je voulais vraiment comprendre qu'est-ce que c'est Orange en dehors de France. Et donc, je voulais prendre le temps de rencontrer nos interlocuteurs, les équipes en dehors de France, et puis évidemment, puis bâtir mon équipe, parce que finalement, le plus important, c'est de bâtir son équipe. Et ça, je voulais
à la fois mieux connaître les dirigeants de l'entreprise, parce que mon but n'était pas d'arriver avec une équipe qui venait de l'extérieur, et puis en même temps, évidemment, faire certains changements. Et pour moi, un plan stratégique, c'est pas qu'un exercice de communication, parce que c'est très facile de faire un exercice de communication qui dure au bout de quelques mois. Je voulais vraiment sentir les enjeux culturels, les enjeux d'organisation dans l'entreprise, et c'est des sujets effectivement sur lesquels j'ai pris le temps d'aller sur le terrain. Et puis aussi de caler le calendrier de l'annonce de notre plan stratégique, finalement, avec un calendrier vis-à-vis de nos investisseurs financiers qui colle et qui est une logique. Et donc, je voulais qu'on ait finalement clôturé l'année 2022 d'un point de vue financier pour annoncer notre plan sur une base qui était quand même assez logique, qui était de dire, on ouvre une nouvelle année, c'est le moment d'avoir une communication financière vers les investisseurs. Vous le disiez, il y a une part importante d'Orange qui n'est pas en France, notamment en Afrique. Comment est-ce que vous faites en ce moment en Afrique, où on sait que le climat a beaucoup changé, notamment pour les représentants français ? Alors d'abord, Orange en Afrique, on est africain, puisque Orange Middle East and Africa, notre siège, il est à Casablanca, au Maroc. Nos équipes, nos investissements, ils sont locaux, puisque par nature, Orange Maroc a des équipes marocaines. Au Sénégal, c'est un Sénégalais qui est à la tête du Sénégal. Même chose en Côte d'Ivoire, etc. Donc on a un business qui est fondamentalement local. Nos clients, évidemment, sont dans les pays. Et donc, c'est vrai. Et on a aussi des dirigeants internationaux, finalement. Donc on n'est pas français quand on opère dans ces pays-là. Mais de la même façon, quand on est en Roumanie ou quand on est en Pologne, il y a des cultures qui sont différentes. Et finalement, quand j'ai commencé, après quelques jours, je suis allée en Roumanie. On fêtait les 25 ans d'Orange en Roumanie. Et donc, on a tous en tête le passé, le patrimoine que représente Orange en France, mais quand on va en Roumanie, c'est aussi un patrimoine Orange parce que 25 ans, on a été un des pionniers à lancer le mobile dans ce pays-là. Et donc, je voulais vraiment comprendre. Et on a cet ancrage très local et nos équipes sont très, très fières du métier qu'elles font. Et ça, je l'ai retrouvé partout où je vais. Parce que c'est utile. Parce on est dans la vie de nos clients, on est dans le quotidien des clients, on leur permet de communiquer avec leur famille, de travailler. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé venant de l'extérieur. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti très très vite en allant sur le terrain à la rencontre des équipes. Ça, c'est attachant. Ça rend encore plus... C'est très attachant. C'est une force colossale pour l'entreprise. Et cette fierté du métier, cet engagement des collaborateurs. Et c'est vrai qu'en France, on peut penser France Télécom, ancien service public, etc. Mais c'est pas ça. C'est vraiment cette notion du service au sens du service pour le bien commun, quoi. Lorsque vous arrivez à la tête d'Orange, il y a aussi une nuance qui se fait sur les titres. Avant, il y avait un PDG, c'était Stéphane Richard. Vous devenez directrice générale. Il y a un président à côté. Pour vous, ces deux fonctions qui sont séparées, c'est un avantage ou c'est un inconvénient ? C'est très anglo-saxon. Il y a des entreprises en France qui l'ont fait, d'autres qui préfèrent avoir les deux fonctions réunies. Pour vous, c'est comment ? Ça fonctionne bien ? Pour moi, c'est une chance colossale pour l'entreprise. Et en fait, moi, j'ai travaillé dans des contextes d'entreprise qui avaient les deux, gouvernance dissociée. Orange, effectivement, avait une gouvernance réunie. Aujourd'hui, avec Jacques Aschenbroich et avec le conseil d'administration, la gouvernance dissociée, je trouve que ça renforce la gouvernance de l'entreprise, ça permet de prendre des meilleures décisions, d'avoir un conseil d'administration qui est véritablement animé par son président et qui aide et qui m'aide moi beaucoup. Et pour moi, le conseil d'administration c'est clé, puisque c'est ceux qui valident la stratégie que je propose. C'est avec eux qu'on prend toutes les décisions évidemment importantes pour l'entreprise. Et au conseil d'administration, on a les représentants de nos actionnaires, c'est-à-dire évidemment l'État français, les salariés, et puis des administrateurs indépendants qui apportent une énorme expérience à la directrice générale que je suis. Donc pour moi, le conseil d'administration et la gouvernance dissociée. Et avec Jacques Aschenbroich, on échange énormément. Il a à la fois une énorme expérience en tant que dirigeant d'entreprise. Il a donc ce bagage d'expérience, pour moi, c'est une chance. Et en même temps, une énorme expérience de gouvernance d'entreprise. Il a évidemment, il a été président de Valeo, PDG de Valeo pendant de nombreuses années, mais il est aussi dans les conseils d'administration d'autres grandes entreprises françaises. Et donc, cette énorme profondeur et expertise dans la gouvernance d'entreprise, c'est vraiment quelque chose de très, très important puisqu'on vit
dans un monde qui est très, très compliqué. Et une entreprise, ça doit se protéger, ça doit se défendre. Et pour ça, la gouvernance doit être forte. Donc, la gouvernance dissociée, en tout cas, dans le modèle actuel chez Orange, c'est vraiment une force pour l'entreprise. Avant d'arriver chez Orange, vous avez connu 2 grandes expériences professionnelles, dans un groupe en crise chez Alcatel-Lucent et puis dans un groupe en mutation chez Schneider Electric. C'était la meilleure formation pour ensuite arriver chez Orange, c'est la synthèse des deux. C'est vrai que j'ai commencé ma carrière dans les télécoms, chez Alcatel d'abord, puis Alcatel-Lucent. Alcatel qui était pas une entreprise en crise quand j'ai rejoint en 99, mais c'est vrai que c'était une entreprise technologique, très internationale. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses sur... d'abord, j'ai vu la bulle des télécoms. Et puis après, j'ai vu l'éclatement de la bulle des télécoms. Et en plus, à l'époque, je faisais du financement de projet. Donc, j'étais au cœur du sujet. J'étais au cœur du sujet, voilà. Et de voir ça, ça montre que les entreprises sont fragiles. Et que quand les vents se retournent, il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte. Et en l'occurrence, moi, mon job, c'était d'aller faire en sorte qu'on soit payé chez Alcatel pour aller sur des contrats qu'on avait pu signer. Et puis, évidemment, j'ai eu Orange comme client. Et alors ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup servi en arrivant chez Orange parce que j'avais en tout cas un a priori de ce que c'était que d'être un fournisseur pour Orange. Et puis évidemment, j'ai vu toutes les transformations technologiques dans des télécoms, la 2G, la 3G, la 4G, le fixe, la fibre. Et donc je me souviens très très bien de ce sur quoi on travaillait dans cette partie-là. Et puis évidemment, Alcatel-Lucent, société en crise, donc grosse fusion entre Alcatel, culture européenne, française, Lucent, culture américaine. Donc ça, c'est des expériences qui marquent. Avec des personnalités très différentes avec aussi. Des personnalités très différentes. Serge Tchuruk chez Alcatel. Oui. Donc des cultures d'entreprise très, très différentes, très, très internationales, mais passionnant par le rythme de la technologie et en même temps, faut se le dire, une entreprise qui n'a pas réussi, mais comme d'autres, malheureusement, dans les équipementiers télécoms, à survivre. Et donc ça vaccine, je pense, d'avoir connu dans sa vie un moment où finalement une entreprise n'a plus son avenir entre ses mains parce que on a des enjeux de liquidité, de performance qui font qu'on prend des décisions qui sont très axées sur le court terme parce que quelque part il faut survivre. Et donc c'est vrai que en tout cas ça c'est une expérience qui m'a fortement marquée. Et puis Schneider Electric avec Jean-Pascal Trécoire, leader très charismatique, avec une culture d'entreprise extraordinaire, très précurseur sur les enjeux de RSE, très, très engagé, entreprise qui a intégré il y a très, très longtemps les enjeux de transition climatique et d'engagement sociétaux au cœur de sa stratégie. Et puis dans une culture très internationale avec un CEO basé à Hong Kong et une équipe de direction entre Boston, Paris et Hong Kong, donc très, très international et en même temps très local dans le B2B et dans les enjeux d'énergie. Et c'est vrai qu'en arrivant d'Alcatel ou en étant chez Orange, on a tendance à penser que les télécoms sont le système nerveux de l'économie, parce que sans télécom, rien ne fonctionne. Et alors, c'est vrai qu'en arrivant chez Schneider, j'ai compris qu'il y avait un deuxième système nerveux qui était les systèmes énergétiques. Oui, c'était important. Lorsque vous êtes chez Alcatel, après l'échec de la fusion avec Lucent, vous êtes pendant 2 ans DRH Monde. Vous avez dû restructurer, réorganiser le groupe. Vous avez notamment supprimé 12 000 postes. Ça, c'est une expérience qui ne laisse pas indifférent. C'est une expérience qui est très, très dure. Et c'est vrai que quand on est jeune et qu'on prend... D'abord, quand on est un opérationnel et qu'on prend une fonction de DRH... Oui. Ce qui a été, alors ce qui sert énormément, c'est qu'en fait, un métier de RH, c'est apprendre à gérer le temps long. Puisque dans les ressources humaines, on prend des décisions et on doit prendre des décisions, mais c'est des décisions qui ont des impacts sur le temps long. Avoir un dashboard d'indicateurs dans les ressources humaines, c'est pas évident parce que c'est pas des indicateurs financiers. Et les erreurs dans les ressources humaines, on les voit, mais longtemps après. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend et que tous les dirigeants savent. Mais quand on est un jeune opérationnel, en tout cas pour moi, de ce point de vue-là, ça a été très instructif. Et puis c'est vrai que dans une entreprise en difficulté, et ça tous les patrons le savent, être contraint et devoir annoncer des plans sociaux, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et moi, ça m'a évidemment profondément marqué. Mais de se dire que pour sauver l'entreprise, on doit malheureusement dire à certains collaborateurs qu'on ne peut pas les garder comme salariés dans l'entreprise, c'est la décision la plus difficile à prendre. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très dur à faire. Et c'est en fait, quand j'ai arrêté d'être DRH, que je me suis rendu compte à quel point ça m'avait puisé de l'énergie. Et pourtant, Dieu sait que je suis plutôt quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était... très, très difficile et en même temps dans un contexte de survie pour l'entreprise qui fait qu'on n'avait pas le choix que de le faire. Et malheureusement, l'entreprise a continué et puis finalement a été rachetée par Nokia.
Et d'ailleurs, encore récemment, Nokia a annoncé des suppressions d'emplois. Donc, c'est un secteur d'activité qui est très, très dur. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, quand on l'a fait une fois, on n'a pas envie de le refaire. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière à l'étranger. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes revenu en France ? En fait, j'ai travaillé toujours dans des contextes internationaux, mais souvent basés en France quand même. Mais j'ai beaucoup voyagé, effectivement, et toujours été dans des contextes très, très internationaux. Ce qui m'a frappé quand je suis revenue, en tout cas, et quand j'ai pris la direction de business vraiment que en France, à la fois le fait qu'on a toujours tendance en France à s'auto-critiquer sur des sujets que tout le monde nous envie à l'extérieur de France. Ça, c'est une caractéristique. Voilà. Et puis que finalement... on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais enfin, les contextes sont toujours très, très difficiles où qu'on soit. Et puis après, c'est vrai qu'on est... alors, parfois, on tourne trop autour du pot. Enfin, il y a après des sujets culturels. Et c'est vrai que... direct. En plus, vous avez la réputation d'être cash. Oui, non, mais c'est vrai que parfois, c'est dur, hein, finalement, mais de mettre des mots simples, de poser des problèmes sur la table. Et c'est vrai que je me souviens encore, quand j'ai travaillé en Californie, j'avais des collègues qui me disaient, mais en fait, t'es pas tellement française, toi, dans ton approche. Alors, j'ai eu un patron néerlandais, donc ça m'a peut-être développé de ce côté-là. Ouais. Est-ce que votre fonction, vous êtes l'une des rares dirigeantes à la tête d'une entreprise du CAC 40, est-ce que ça vous donne une obligation plus importante de résultats ? On parle souvent de rôle modèle. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire ? Le fait d'être une dirigeante, de toute façon, j'ai une pression normale, naturelle, parce que évidemment, et ça, hommes ou femmes confondus, je crois pas que les femmes se mettent plus de pression. On l'a naturellement par le job. Après, c'est vrai que 3 femmes dirigeantes dans le CAC 40, c'est pas beaucoup. Non. Donc il y a quand même un sujet. Hein. C'est mieux qu'il y a quelques années, mais c'est pas beaucoup. Donc ça pose beaucoup de questions. Et puis, 3 directrices générales. 3 directrices générales, mais bon, moi, la gouvernance dissociée, je vous l'ai dit, je trouve que ça fonctionne très bien. Et il y a aussi on parle des directrices générales, on pourrait parler des présidentes, hein, puisqu'il y a des présidentes aussi, il y a des femmes présidentes dans le CAC 40. Mais non, c'est pas beaucoup. Donc évidemment, ce rôle, cette notion de rôle modèle, oui, et je l'assume. Et si tout ce que je peux faire qui va inspirer des jeunes filles, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, finalement, à se challenger, à accepter de prendre des responsabilités. Et j'ai pas de problème à parler de la difficulté de concilier la vie personnelle, la vie professionnelle. Enfin, tous les sujets qui sont... Vous avez fait un rapport là-dessus. Tous les sujets qui sont finalement au cœur. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose, mais déjà dans mes jobs d'avant, à partir du moment où on devient dirigeante, on a à cœur d'aider les autres. Et puis, on est vu comme un rôle modèle. Et ça, c'est quelque chose où, j'avoue que moi, pendant tout le début de ma carrière, j'étais entourée que d'hommes, parce que, alors j'ai fait même mon service militaire, donc là c'était l'apothéose, mais c'est vrai que en tant qu'ingénieur, et je trouvais ça normal, parce que je me disais, c'est normal, à l'école d'ingénieur, école polytechnique, oui, il y avait beaucoup moins de femmes, donc je me disais, c'est normal, ça continue. Et en fait, quand je suis devenue DRH d'Alcatel, là, je me suis dit, ah oui, non, mais en fait, il y a vraiment, enfin, tout ce qu'on lit dans les études, hein, les biais de comportement, l'autocensure des femmes, les biais dans la sélection des candidats, etc. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut changer. Donc là, je suis devenue un peu plus activiste sur le sujet. Alors, vous avez fait pour le gouvernement un rapport, il y a quelques années, sur la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. C'est pour ça que je vous interroge sur le sujet, pas parce que vous êtes une femme. Qu'est-ce que c'est la bonne formule ? Est-ce qu'on peut arriver à avoir les deux tout en même temps, pas tout en même temps, ou faut être superwoman pour avoir tout en même temps ? Honnêtement, il faut rester humble sur le sujet, mais il y a pas de bonne formule. Et moi, d'ailleurs, je dis souvent aux jeunes femmes en disant, mais vous savez, il y a des femmes qui ont envie de prendre du temps pour leur vie personnelle, et il faut le respecter. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien. Il y a des hommes aussi maintenant. Il y a des hommes, et ça de plus en plus. Et le congé paternité, et c'est vrai qu'il faut, et que la société a tendance à mal juger les hommes qui font. Donc il y a autant de biais dans un sens que dans l'autre. Et en même temps, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien en France, et ça, il faut le préserver, c'est qu'on ne juge pas les femmes qui veulent revenir travailler après leur congé maternité. Alors que dans certaines sociétés, on impose presque aux femmes, la société impose aux femmes de choisir entre enfants et carrière. Donc ça, c'est quelque chose que la France a réussi à mettre en œuvre. Alors avec tous les moyens qu'on met dans la garde des enfants, il faut continuer, il faut aller plus loin. Après, c'est vrai que quand on est une mère seule au foyer avec des enfants, il faut reconnaître que c'est vraiment pas facile, surtout quand on a des enfants en bas âge. Et là, je dois dire que moi, ma petite expérience personnelle fait que chaque fois que je vois une femme enceinte dans les équipes, je pose une petite question. Alors, ça se passe bien, ça va, ou quand elles reviennent, ça va, la logistique à la maison. Il faut reconnaître, c'est pas facile, et il y a des moyens.
Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, en particulier pour accompagner les situations de famille plus difficiles, ou bien, et puis dans certains quartiers, et puis c'est vrai qu'accéder aux crèches, c'est pas simple. Voilà, donc tous ces sujets-là, et puis il y a le sujet du congé parental, voilà, donc c'est des sujets qui sont très techniques, très complexes. Il faut pas vouloir imposer un seul modèle, mais tout ce qu'on peut faire pour à la fois permettre aux femmes de travailler et de pas choisir enfant ou carrière, de faire en sorte que dans les entreprises aussi, on intègre le fait que c'est normal que voilà, les femmes, si elles le souhaitent, doivent avoir des enfants. Il faut pas juger non plus les femmes qui voudraient pas en avoir, parce que c'est aussi, voilà, donc c'est des sujets de société qui sont très complexes, qui dépassent largement le rôle de l'entreprise. Mais les entreprises ont leur rôle à jouer pour faire en sorte que finalement on développe des équipes qui soient diversifiées, qui soient diverses et qui permettent aux femmes et aux hommes de s'épanouir. J'ai quelques petites questions pour terminer. Qu'est-ce que ça a changé dans votre organisation de devenir directrice générale ? Dans mon organisation au quotidien ? Ouais. Pas grand-chose, j'étais déjà très organisée avant, en fait, parce que je voyageais beaucoup, j'avais déjà des responsabilités. Donc de ce point de vue-là, non, j'avais déjà l'organisation béton sur la logistique à la maison. Vous avez fait votre service militaire puisque vous êtes polytechnicienne. Quel souvenir vous gardez de votre passage dans l'armée au 256e régiment du train ? 526e régiment du train. Au 526e régiment du train. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Extraordinaire dans tous les points de vue. C'est-à-dire que je ne m'étais jamais projetée dans faire mon service militaire. J'avais pas dans ma famille de gens qui travaillaient dans le monde de la défense. Et donc, j'ai découvert cet univers qui, à l'époque, en plus, il y avait encore des appelés du contingent. Et donc, quand on a 20 ans, qu'on est parachuté officier, ça rend très, très humble, déjà. Qu'on ait une femme, en plus, dans un univers... alors, il y a des choses qui sont du genre de l'anecdote, mais c'est vrai qu'en école d'officier, je me disais, bon, on est au mois de janvier, il fait froid, on va aller dormir dans un trou de combat avec un fusil cette nuit. Bon, ça me fera des expériences à raconter pour mes petits-enfants plus tard, quoi. Donc, il y a un petit côté aventurier. J'aimais bien, j'étais sportive, donc je trouvais ça sympa. Mais c'est vrai que le week-end, on me disait parfois, mais c'est vraiment ça que vous faites? Donc ça, c'est le côté extraordinaire aussi. Et puis, de découvrir la société, parce qu'à l'époque, évidemment, appelé du contingent, je me retrouvais à encadrer des gens de tous les horizons, des jeunes qui avaient 16 ans, qui savaient pas lire et écrire, des jeunes qui avaient 18 ou 20 ans, qui étaient déjà pères de famille, avec une famille à charge, etc. Et donc, voilà, une ouverture sur la société, en tout cas, qui moi, m'a beaucoup servi par la suite. Alors, on dit souvent que vous avez un cerveau qui fonctionne vite et qui fonctionne bien. Alors, pour ceux qui ont un cerveau qui fonctionne moins vite et moins bien, ça fait quoi d'avoir un super pouvoir? Je sais pas si mon cerveau, il fonctionne vite, il fonctionne bien. Après, souvent, les gens le disent, donc c'est que ça doit être vrai. Oui, mais ça, c'est un atout, parce qu'on vit quand même dans un monde qui est hyper complexe. On est bombardé au quotidien, en tant que dirigeant d'information, donc arriver à capter les choses et puis essayer à la fois cette capacité à regarder avec un zoom très très près, très en détail, et en même temps garder une vision très très large. Ouais. Ça, c'est vrai que il vaut mieux avoir le cerveau, mais au fond, c'est surtout savoir bien s'entourer et échanger avec beaucoup de gens, parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Qu'est-ce que vous faites pour vous déconnecter, vous changer les idées? Moi, j'ai plusieurs... je fais du sport, donc le samedi matin, je vais courir. Courir ou nager, c'est mes deux moments où... alors, je me déconnecte pas forcément, parce que du coup, je pense à beaucoup de choses. Mais en tout cas, je m'oxygène. Quelque chose, le cerveau continue à fonctionner. Faire du sport. Et puis après, alors, il y a quelque chose pour moi qui est radical, c'est que quand je rentre à la maison, j'ai des enfants. Et donc là, quand ils me disent « Maman, tu me lis une histoire », là, ça permet de couper, quoi. Et parfois, on écoute des histoires en musique. De radio classique. De radio classique. 4 numéros de téléphone, ça fait pas un peu beaucoup? Oui, en fait, j'en utilise vraiment que 2. Et il y en a 2 qui sont un peu en voie d'extinction. Un en backup et un en voie d'extinction. Lorsque vous avez pris vos fonctions, un quotidien a titré « Une femme de tête chez Orange ». Un autre journal a écrit « Une femme forte ». On souligne toujours le fait que vous soyez une femme, que vous soyez souriante, pleine d'énergie, que vous êtes cash. Est-ce que ce sont des titres qui vous ont surpris? Non, ça m'a pas surpris, mais ceci, ça me gêne pas, moi, qu'on dise, qu'une femme de tête, une femme forte, de toute façon, il vaut mieux avoir du courage et puis et l'assumer quand on est dans un poste comme celui-là. On dit que vous êtes énergique, que vous êtes super bosseuse. En gros, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vous résiste. Est-ce qu'il y a déjà des dossiers sur lesquels vous êtes cassé les dents? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis cassé les dents. D'abord, on n'a que 24 heures par jour et c'est vrai que je suis super énergique, bosseuse, mais je suis aussi consciente du fait qu'il faut savoir
recharger les batteries. Donc, je suis pas quelqu'un qui dort 4 heures par nuit et qui travaille jusqu'à 2 heures du matin et je dois déconnecter. J'ai des enfants, donc trouver le juste milieu entre se protéger et puis en même temps donner de l'énergie, ça j'arrive assez bien à le faire. Et c'est vrai que du coup, je suis plutôt une éponge anti-stress, moi. Donc voilà, c'est plutôt repousser le stress pour pouvoir garder de l'énergie, quoi. Vous dites que rien n'arrête une équipe convaincue. Je dois dire que là, mon expérience de responsable commercial, j'ai vu la puissance de la victoire. C'est-à-dire que en l'occurrence, d'ailleurs, c'était Orange, le client, quand on gagne un appel d'offres sur lequel on a travaillé en équipe pendant des mois, et cette envie de victoire derrière, c'est quelque chose qui est surpuissant. Et d'ailleurs, chez Orange, je suis convaincue, la puissance du collectif, quand tout le monde sait dans quelle direction on va, et avoir cette envie positive de réussir, c'est un énorme moteur. Et finalement, on gravit des montagnes avec ce ressort collectif. J'ai une dernière question pour finir. Est-ce qu'il y a un morceau de musique ou une chanson que vous aimez bien ? Ah, il y a plusieurs... Il y a des morceaux de musique qu'on garde en tête parce que c'est des moments dont on se souvient. Alors j'ai envie de dire la victoire des Bleus en 98, tout le monde se souvient de la musique qu'on écoutait tous. J'écoute beaucoup de musique quand je fais du sport, quand je cours, et donc mais ça va des nocturnes de Chopin à j'ai passé l'été en vacances où on écoutait la BO de Kill Bill. Donc voilà, c'est assez hétéroclite. Et donc c'est plutôt pour moi la musique, je l'associe à des moments de vie, des moments de joie, des moments de calme. Quand j'étais jeune, je faisais mes devoirs en musique. Vous travaillez toujours en musique ? Non, et en fait on m'a expliqué que c'était pas bien du tout parce qu'on était moins concentrés. Donc mais si quand même je trouve du piano et de la musique classique, je trouve que c'est ça aide à se concentrer.